Bienvenue en ce jeudi et dans ce 101%, et voilà. Mais non, pas voilà. Allez, le sommaire, nous aurons No-chan, parce que c'est vraiment chouette No-chan, je les ai tous découverts, je me suis tous bouffé récemment, mais bon, bref. Après, ça va fighter avec le reportage sur Fight Night Champion, puis nous aurons la minute du geek sur l'hyperespace, et bien entendu, nous aurons Auto avec Caroline au Japon. Et oui, et tout de suite les news. À l'occasion de sa sortie en Europe, Lord of Arcana, le Monster Hunter-like de Square Enix, tente de séduire les indécis avec ce trailer nous montrant du boss battle rempli de Quick Time Events ou QTE. Un choix moyennement judicieux, le joueur avisé préférant voir en règle générale des phases de vrai gameplay. Pour rappel, Lord of Arcana amène le joueur à affronter des hordes de monstres en solo ou en multi, afin de mettre la main sur la puissante pierre Arcana, dont on dit qu'elle est à la source de tout ordre dans le monde. Disponible dès aujourd'hui, le titre PSP est également téléchargeable grâce au PlayStation Network. Le 10 mars prochain, Sony lancera au Japon sa PS3 Satin Silver. Disponible en quantité limitée, cette nouvelle Slim devrait proposer exactement la même chose que les versions précédentes, avec toutefois un petit socle, lui aussi couleur argent, et des prix allant de 267 € pour la 160 Go à un peu plus de 300 € pour la 320 Go. Un must donc pour ceux qui souhaitent afficher leur signe de richesse extérieure, même si pour cela, il suffit d'avoir une PS3 de base dans son salon. Histoire de fêter le début du prochain championnat du monde de MotoGP et les récents essais des pilotes sur le circuit de Sepang en Malaisie, Capcom vient de lancer cette toute nouvelle vidéo. L'éditeur japonais continue en effet sur sa lancée avec la sortie le 18 mars prochain de MotoGP 2010-2011 sur console HD. Développé par le studio anglais Monumental Games, déjà à l'origine de MotoGP 2009-2010, ce nouveau titre inclura toutes les données de la saison 2010 ainsi que des updates gratuits et réguliers de la saison 2011. Outre les habituelles améliorations apportées au moteur physique et au contrôle des motos, le mode carrière inclura désormais une option coop. Un second joueur pourra ainsi participer en tant que coéquipier à une course en split screen. Quant au reste, on vous promet une simulation solide mais accessible, ainsi qu'un mode multijoueur permettant à une vingtaine de joueurs de s'affronter en ligne. Alors certes, je me présente avec une chemise qui ressemble à une chemise de cuisinier devant vous, mais c'est absolument pas pour parler nourriture, on va parler d'une autre cuisine, celle du montage. Vous savez bien, j'aime bien vous en parler. Et aujourd'hui, on va parler d'une émission que j'aime beaucoup sur le net qui s'appelle Faux Raccord et qui est sur un site hébergé par un site de cinéma bien connu qu'on appellera Moshi Moshi Cinéma par exemple, Moshi Moshi Ciné plutôt. Et c'est un site donc qui est un site pas du tout, une émission qui nous parle des faux raccords que deux fous trouvent dans tous les films et nous les expose. Donc le faux raccord c'est quoi? C'est quand il y a des choses en plus dans le plan, comme une perche qui passe, un comédien qui fait rien du tout, ou bref, on verra ça après notre chaîne. Salut les otaques, c'est Notian. Au fait, vous savez qu'au Japon, il y a un autre mot pour désigner les mangas. Les BD, hein, si vous confondez encore avec animé, c'est que vous êtes des grenouilles. En fait, on peut dire comique, ou comiku si vous voulez, tout simplement. Oui, comme aux US. Et c'est même un mot assez pointu. En gros, le grand public dit manga, mais les connaisseurs disent comique. Étrange, n'est-ce pas ? Attention, message spécial destiné à tous les fans de Castlevania, période Symphony of the Night. La talentueuse artiste Kojima Ayami, créatrice de la plupart des couvertures et designs des volets sur PlayStation 1, 2 et Game Boy Advance, vient de sortir son premier artbook au Japon en décembre dernier. Celui-ci, appelé Santa Lilio Sangle Akai Yuri, nous présente sur 200 pages l'ensemble de ses réalisations que l'on avait l'habitude de ne voir qu'en petit dans des notices de jeux ou sur des couvertures de livres. Alors oui, il faut apprécier le romantisme baroque et gothique de ces personnages androgynes, mélancoliques, au milieu de fleurs ou tachés de sang. Mais quelle merveille au niveau des dessins! On y trouve beaucoup d'inédits, dont plusieurs créatures de la nuit et des samouraïs, mais aussi, plus étonnant, des hommages à des mangas comme Blackjack, ou à des films comme Frankenstein ou The Rocky Horror Picture Show. Bon, les otaques, je vous le redis si vous n'avez toujours pas compris. Cet artbook est celui dont vous avez toujours rêvé, si comme moi vous espérez encore voir un jour un Castlevania 2D en HD, avec un rendu peinture à l'huile, un moule à massa Castlevania quoi. Vous ne serez pas déçus, croyez-moi. L'artiste californien Chris Burden, surtout connu pour ses performances physiques autour du danger, est également un passionné du mouvement et du déplacement d'objets. Il avait déjà fait tourner une énorme roue d'acier à l'aide d'une petite moto,
ou encore transformer un rouleau compresseur de 12 tonnes en mobile géant. Et pour les besoins d'une exposition, l'artiste vient de réaliser un gigantesque circuit sur lequel circulent pas moins de 1200 petites voitures. L'œuvre, qui s'intitule Metropolis 2, a pour but de dénoncer l'engorgement de Los Angeles par le trafic automobile. Alors oui, ça prend de la place et c'est légèrement bruyant comme sculpture, mais je suis sûr que quelque part il y a des téléspectateurs au tac des autominiatures que ça fait rêver, hein? Avouez. Le comédien Patton Oswalt n'est pas un otaku né de la dernière pluie. C'est avec émotion qu'il raconte comment il attend la sortie du dernier numéro des Watchmen en 1987, ou qu'il écrit dans ses sketchs qu'il aimerait bien avoir une machine à remonter le temps pour empêcher Lucas de réaliser la prélogie. C'est pour dire si depuis ce temps il a vu évoluer la pop culture de tous les horizons. Et dans son très bon article Wake Up Geek Culture, Time to Die, ou Debout Culture Geek, c'est l'heure de crever, il prédit la fin de tout ce qu'il a, de tout ce que nous avons aimé. Dans un grand apocalypse, comme il dit, il prévoit l'implosion imminente de la pop culture, ainsi que la cause de ce désastre. Le E.T.W.A.F. E.T.W.A.F. pour Everything That Ever Was, Available Forever. Et là, mon accent d'anglais, il en prend plein la gueule. Tout ce qui a jamais été créé, disponible pour toujours. Il prévient ses lecteurs des dangers de la trop grande facilité d'accès à la culture otaku, de l'accessibilité immédiate de n'importe quoi, de la perte de l'effort pour obtenir un précieux fétiche, ou de l'attente angoissée d'un nouveau numéro de BD ou d'un nouveau film. Voire de la grande fusion de mèmes, exploitables immédiatement et recyclables ad nauseam. Je ne peux m'empêcher de vous traduire un morceau de son article. Ouvrez les guillemets. Cela ne durera qu'un instant. Nous aurons tout au plus 1 minute avant que la pop culture n'enfle et ne noircisse comme une pêche trop mûre, avant d'exploser, et ce faisant, disperser chaque film, album, livre ou série télé à travers le vide intersidéral. Peut-être quelques lambeaux et fragments épars resteront attachés à un astéroïde ou s'écraseront sur une planète de glace à des années-lumière d'ici. Dans 1 milliard d'années, quand notre soleil s'éteindra, une race de cristaux intelligents fondera sûrement une culture basée sur les dialogues de Princess Bride. Sur une autre planète, des nuages intelligents attendront avec impatience le passage de la comète Lebowski. Mais ici, sur Terre, ce sera pop culture, année 0. Tout ce qui nous restera, ce sera une vieille VHS de Zapped. Fermez les guillemets. Il conclut par... réouvrez les guillemets. Je veux que ma fille connaisse le frisson otaku tel que je l'ai connu en 1987. Alors que tout le monde déblatère sur le dernier Jay-Z ou autre, je voudrais qu'elle partage un regard secret avec une de ses amies, car elles deux savent qu'il existe un MP3 bootleg venu d'Allemagne d'un groupe qui s'appelle Dr Caligori, les pionniers de la musique de danse en ligne super violente. Je veux qu'elle puisse se délecter de ce regard secret pendant un moment, avant que les chansons de Dr Caligori soient utilisées dans des publicités pour des croisières. Les gars, je suis ému. C'est beau. Alors effectivement, un perchiste dans le champ, une caméra ou un comédien, et je me suis trompé, j'aurais mieux dû dire tout à l'heure un figurant, parce que c'est ce qui fait rien dans le champ, c'est plus logique qu'un comédien, c'est pas tout à fait des faux raccords. Dans cette émission, parfois, je trouve qu'elle induit le spectateur en erreur parce que on nous décrit des faux raccords qui n'en sont pas du tout. Prenons l'exemple, par exemple, de l'émission qu'ils ont faite sur Scorsese avec Les Affranchis et Casino. On a une scène particulière où on voit un enfant jouer avec plusieurs cubes. Et lorsqu'on fait des chants contre chants tout au long de la scène, on s'aperçoit qu'il y a plus ou moins de cubes différents. Parfois il y en a 3, parfois il y en a que 2. Ils changent de couleur, parfois il y a un bleu dans la scène. Sur le plan d'après, il n'y aura pas de bleu, il y aura un orange. Faut s'imaginer que ça, pour eux, c'est un faux raccord, mais pour un cinéaste, ça l'est pas. Parce que ce qui se passe en vrai, c'est qu'il y a un enfant de 3 ans qui est absolument incontrôlable et que c'est petit défaut finalement de raccord, même si c'en est pas un, de choses dans l'image qui vont différer, ne vont absolument pas altérer la perception du téléspectateur, et c'est complètement obligé. On peut pas imaginer de demander à un enfant de cet âge-là de jouer, de reproduire exactement ce qu'il fait d'une scène à l'autre. Et comme on sait que le cinéma n'est pas tourné dans une continuité, c'est normal qu'on ait ce genre de différence. Pour moi, c'est pas un faux raccord. Voilà, notamment. Je vais continuer mon explication tout à l'heure après le reportage. Considérée comme la référence des simulations de boxe dans le monde entier, la série des Fight Night a su s'imposer grâce à ses contrôles bien pensés et à son réalisme pour le moins bluffant.
Et c'est à l'occasion de la sortie en mars du prochain épisode, Fight Night Champion, que nous sommes allés poser nos questions au producteur du titre, Michael Maher, à commencer par la dimension narrative présente pour la première fois dans un Fight Night. Well, one, it had never been done before, and the team wanted to challenge itself to doing something new. Two, it appeals to a different and potentially wider market. And three, in my opinion, and I think most people would agree, boxing makes for the best stories and generally makes for the best sports movies. The story, Champion Mode, is the story of Andre Bishop, who has to rise and travel a road to redemption. As you saw today, you start out down and out. I don't want to give too much away, but you start kind of down and out, your best years behind you, and you kind of have to fight back against unscrupulous promoters, unscrupulous opponents, and a bunch of people basically trying to cheat you in order to kind of overcome all of that and get back what you once had when you were younger as a boxer. Dans ce Fight Night, les contrôles aux deux sticks ont été simplifiés, comme d'autres éléments de gameplay d'ailleurs. Un choix qui semble trouver sa justification dans les retours mitigés concernant la difficulté et les abus online, mais qui est susceptible de déstabiliser les joueurs de la première heure et risquerait d'enlever ce côté technique jusqu'alors plutôt apprécié. One of the things we did is we made the throwing of punches just more accurate. So we eliminated any I performed action X and I got action Y. Now when you do X, you get X in game. There's no more confusion, no more user frustration. And the reason we simplified that is because we really want to try to simplify all the controls as much as possible so that the controls aren't the barrier to playing the game. And really what there is to learn, instead of learning complex controls, really what there is to learn is just how to strategically box well. So again, it becomes less about am I good, do I have good thumb dexterity, and am I just strategically good at the game? They're two different things now, and hopefully we're getting rid of do I just have good dexterity with my thumb? We had a lot of unique ways, I guess is the best way for me to put it. Yeah, a lot of unique ways that our users were using our game that was not intended. And so we saw that, and we really felt the need that we need to tighten up the gameplay to prevent people from using the game and cheating the system and using the game in ways it wasn't meant to be used. Si Fight Night est considéré aujourd'hui comme la simulation de boxe ultime, c'est aussi en grande partie grâce à ses boxeurs de renom, comme Mohamed Ali, Mike Tyson ou encore Evander Holyfield. Certains se sont même investis plus en profondeur durant la phase de conception, comme nous l'explique Michael. It depends on the fighter. Sometimes we get to work with them indirectly, so we get to meet them, talk to them, take pictures of them. For example, Shane Mosley, Roy Jones Jr., Bernard Hopkins, fighters like that we've met in person, we've got photos of them, we use them to create the art. Some fighters like David Haye actually come in and do mocap. Malgré la présence d'un mode histoire plutôt développé d'un point de vue narratif, Fight Night Champion possède un mode carrière dans lequel il est toujours possible de construire son boxeur de A à Z. So we get some really good cues from like FIFA Be a Pro, NHL's Be a Pro, RPG games like Mass Effect, those types of things. And we basically decided that we wanted to have a system whereby you would choose the type of boxer you wanted to be, the style, and that would determine your long-term strengths and weaknesses in terms of your skills. Every fight in the career mode, you earn XP, and you can spend that XP on growing the different skills. Now, the game then becomes some skills are you inherently will be good at, and they will be cheaper for you to grow, and some skills are very difficult for you to grow and cost a lot more of XP. On attend maintenant d'avoir l'animal en main pour nous prononcer définitivement sur la pertinence de tous ces changements effectués au sein du game system. Sortie prévue le 4 mars sur 360 et PS3. Alors des faux raccords, il y en a plein de genres des faux raccords. Il y en a par exemple des très connus comme celui dans l'Empire contre-attaque où juste avant que Han Solo se fasse carboniter la tête, je sais pas bon, qui va se faire geler dans la neige carbonite, on a un plan il me semble où il est avec un veston, le deuxième plan il est sans et finalement il se fait carboniter avec son veston. Ça c'est un faux raccord, habillage. Il y en a d'autres très connus dans Braveheart, il est super connu lorsque Mel Gibson part à la bataille.
nous avons 4 enchaînements de plans qui décrivent ce bout de narration. Il change d'arme sur chaque plan quasiment. Une fois il n'en a pas, un autre il a un marteau. Alors tout ça c'est effectivement des vrais faux raccords. Sauf que il faut bien comprendre que le cinéaste et le monteur, ils sont pas débiles. Ils ont vu les images 10 000 fois plus que tout le monde. Ils savent exactement ce qu'elles contiennent. Et quand ils les assemblent, c'est pas une erreur de leur part, c'est un risque. C'est quelque chose qui... Ils sont au courant de ce qu'ils font. Ça, c'est la pause réflexion. Laissez-moi y réfléchir encore. Mais regardons la minute du geek. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! L'hyperespace est un procédé bien pratique de la science-fiction puisqu'il autorise les vaisseaux spatiaux à se catapulter à des millions d'années-lumière instantanément. La plupart du temps, l'hyperespace est décrit comme une dimension parallèle dans laquelle le vaisseau saute avant de ressortir ailleurs dans l'univers. Selon les œuvres, on ne peut entrer dans l'hyperespace qu'à certains endroits précis, appelés portails ou nodes, ou bien le vaisseau lui-même embarque une technologie qui lui permet d'effectuer le saut à partir de n'importe quel point. Il ne faut pas confondre l'hyperespace avec la distorsion, alias le warp, que l'on trouve par exemple dans Star Trek. Avec le warp, le vaisseau génère une distorsion dans l'espace-temps qui lui permet de se déplacer plus vite que la lumière, mais il se déplace néanmoins physiquement, il ne saute pas d'un point à un autre. D'ailleurs, l'hyperespace de Star Wars serait plutôt a priori une distorsion. La première mention de l'hyperespace en science-fiction est apparue en 1931 dans une nouvelle de John Campbell baptisée Islands of Space. À la fin du 19e siècle, le terme hyperespace existait déjà pour désigner une dimension euclidienne qui existerait en parallèle aux 3 autres. C'est la fameuse 4e dimension, qui à l'époque avait une connotation surnaturelle. Mais lorsque les auteurs de science-fiction veulent donner une explication pseudo-plausible à l'hyperespace, ils l'assimilent le plus souvent, à tort ou à raison, à l'espace de Minkowski. Bon, vous connaissez tous la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, selon laquelle les 3 dimensions de l'espace et le temps sont liées ensemble pour former un espace à 4 dimensions. Une théorie d'ailleurs très inspirée des travaux d'autres physiciens comme Hendrik Lorentz ou Henri Poincaré. Et bien pour résumer, le mathématicien Hermann Minkowski a tenté de créer un modèle mathématique dans lequel cette théorie d'Einstein pourrait fonctionner. Alors maintenant soyons clairs, le voyage dans l'hyperespace reste une notion purement fictionnelle. Mais c'est peut-être parce qu'il trouve ses origines dans de vraies théories scientifiques que l'on est tenté de croire qu'il est possible de prendre un raccourci dans l'espace-temps. Alors c'est un risque qui est pris parce que eux, ils savent à ce moment-là que l'audience va pas le percevoir, que c'est quelque chose qui va passer très vite et que a priori, vu qu'on est pris dans la scène, il n'y a aucune chance pour que le téléspectateur puisse le voir. Et alors ce qui est rigolo, c'est que par exemple quand on travaille avec des jeunes réalisateurs, ce genre de choses, ils ne le permettent pas aux monteurs. Et c'est souvent ce qui fait qu'un film peut être raté parce qu'on bride une étape importante qui est celle du montage. On va citer notre ami Walter Murch, dont je vous avais déjà parlé avec son livre. Il avait écrit un très beau livre sur le montage, qui, pour rappel, est donc le monteur des Parrains, le monteur son et designer sonore de Apocalypse Now, qui a gagné 4 Oscars, donc c'est pas rien, qui a fait un très beau pamphlet d'ailleurs sur la 3D, mais je m'égare, on en reparlera une autre fois. Lui, il voit le cut, donc le changement de plan. Il arrive à hiérarchiser le pourquoi on change de plan dans sa tête. Après, c'est très subjectif, chacun fait ce qu'il veut et en fonction de notre produit final, on pourra changer cet ordre. Donc pour lui, le premier cut, ce qui induit le cut, c'est forcément d'abord le côté émotionnel. Il y a 6 étapes pour lui. Donc le plus haut, c'est l'émotionnel. Ensuite, c'est ce qui aide à la narration. Ensuite, c'est ce qui aide au rythme du film. Ensuite, que je ne me trompe pas, c'est ce qui permet, alors ça s'appelle le eye trace en anglais, donc en français on va dire le suivi de regard du téléspectateur. Je vais définir tout ça. Ensuite, la règle des 180 degrés et ensuite le positionnement des acteurs dans l'espace 3D. Donc on voit bien que le vrai faux raccord donc technique par rapport à un monteur, il est bien en dessous de ce qui pense pouvoir apporter émotionnellement, par exemple, au téléspectateur avec un cut. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on voit cette émission qui est toujours très bonne, que j'aime beaucoup parce que les mecs, ce sont des vrais chercheurs. Il faut vraiment s'en méfier parce que c'est... Oh, puis parce que, hein, voilà, on n'a qu'à regarder auto et je continuerai après. Hein. Bonsoir à tous
c'est bien évidemment Otto. Ce soir nous sommes à Shimo Kitazawa, comme je vous l'avais dit pour ceux qui suivent mon Twitter et mon Facebook. Et aujourd'hui en fait il avait un petit matsuri, donc une petite fête, c'est le Setsubun. Donc en fait on jette des haricots dehors dans la rue pour que le démon soit dehors, donc c'est Oni wa Soto. Et quand on le fait dans la maison, c'est donc Fuku wa Uchi, donc le bonheur rentre dans la maison. Et il y avait donc plein de gens qui ont jeté des petits haricots partout. On a filmé quelques images, vous verrez ça tout à l'heure dans l'émission. Mais avant ça, quand même le programme de l'émission d'aujourd'hui, nous aurons donc les pick-up ainsi que les sorties CD. On commence les releases avec un album qui est sorti il y a peu de temps de cela, Judgment Day, le tout nouveau disque de Balzac, enfin disponible en Europe dans une édition qui offre des pistes bonus. Pour l'album Go de Gilgamesh, c'est déjà demain qu'il sort, alors rendez-vous compte à quel point le temps passe vite. Je vous rappelle brièvement qu'il contiendra 2 CD. Un peu plus tard, le 18 février, c'est New de l'album de Detroit 7 qui sortira en France. Composé de 12 titres, il vous fera voyager dans leur univers rock. On termine avec Trildan, dont on ne sait toujours rien à part qu'il devrait sortir quelque chose à la fin du mois de février. J'espère pouvoir vous en dire plus la prochaine fois. On commence les pick-up, donc les singles sélectionnés parmi les sorties de la semaine avec Kodakumi et son nouveau single Pop Diva. Alors oui, évidemment c'est un peu une star en ce moment Kodakumi, même si elle ne vend pas très bien, mais avec son single Pop Diva quelque part elle se met vachement en avant. Le clip est d'ailleurs pas mal à ce niveau-là, mais est-ce que son single pourra vendre et donc être à la hauteur de son titre? Je ne sais pas, mais en tout cas son album est déjà prévu, c'est déjà vu, et il y a même une tournée nationale qui est également prévue et je ne sais pas si je pourrais y aller, mais j'essaierai bien en juin. Donc, on continue avec des idoles, donc les Watariro Kahashiritai 7 et leur single Valentine Kiss. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc en fait, ce groupe-là, c'est un sous-groupe des AKB48, qui donc sont normalement elles 5, mais spécialement pour ce single, elles deviennent 7, et c'est pour ça que le groupe change de nom et s'appelle Watariro Kahashiritai 7. Pour le single Valentine Kiss, c'est en fait une chanson, c'est une reprise qui a été chantée dans les années 80 par Kokusho Sayuri, qui était elle-même une idole, qui venait d'un grand groupe d'idoles très connu dans les années 80 qui s'appelait Onyanko Club. Et figurez-vous que le Onyanko Club a été créé par Monsieur Akimoto, le même gars qui a créé les AKB48. Bref, tout ça reste dans la même famille. Par rapport à la chanson Valentine Kiss, c'est une chanson très mignonne qui rappelle vachement justement ces années 80. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entrent en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons le clip My First Last de Vamps. Il y aura également Laiketsu Nariseba de Dirangray, le clip Movement of Magic de Asao Natsuko. Donc là, les Wotas seront très contents de voir ce clip arriver à l'antenne. Également le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, un groupe extrêmement attendu, parce que je l'avais lu sur le forum, les gens réclamaient ce groupe. Donc j'espère que vous serez fidèles à ça et vous voterez pour ce clip. Donc Kalafina avec Kagayaku Solano Shijima Niwa. Ou Niha, j'espère que c'est Niwa, parce que là, juste avec le Romaji, je sais pas. J'aurais besoin de la transcription en japonais. Donc voilà, voter pour le J-Top, c'est extrêmement important, car on a des clips de Sony, donc c'est vraiment un gros label, et c'est vraiment important de voter, en tout cas pour ces artistes, pour montrer qu'on les aime et qu'on aimerait bien les voir venir en France. De mon côté, je vous avais dit que je serais explosée, je n'ai pas menti, j'arrive pas à parler correctement. Et puis là, depuis tout à l'heure, les gens me regardent, je suis
épuisée. Mais je vous promets, la semaine prochaine, je vais tout faire pour être en forme et faire un truc un peu plus décent, car en plus le soleil se couche. Aujourd'hui, on a de la batterie, on n'a pas de soleil. J'arrive pas à réunir les éléments essentiels. Votez pour le J-Top, on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Peut-être que je prendrai le temps de vous en parler un petit peu plus longuement dans une prochaine émission, parce que on arrive déjà presque à la fin. Mais par exemple, par rapport à cette hiérarchie, ce qui est très rigolo, c'est que donc, ça c'est pour un monteur cinéma. Il va mettre le rythme en 3e position, le suivi de regard en 4e. Un clipper, par exemple, il va vraiment basculer ce truc-là. Il va dire d'abord, parce qu'il y a moins de narration dans un clip, évidemment, et il y a moins de côté émotionnel, il va mettre en premier lieu le suivi de regard. Alors, au fait, qu'est-ce que c'est le suivi de regard? Le suivi de regard, c'est par exemple, nous avons un plan avec un personnage qui va de un déplacement de gauche à droite, pas forcément un personnage, donc le regard du téléspectateur va aller de gauche à droite. Donc, normalement, le prochain plan, pour pas qu'il y ait de saut visuel, prochain plan, l'action doit situer là où est posé le regard du téléspectateur, ou du spectateur tout court. Donc ce sera plutôt à droite, c'est ce qu'on appelle le suivi de regard. En clip, souvent, ce qu'on aime bien faire, c'est de casser cette règle du suivi de regard pour justement les opposer et faire en sorte que le regard du téléspectateur navigue de gauche à droite n'importe où sur la surface de l'écran afin de dynamiser les choses. Ça aussi, c'est un faux raccord. Et puis un faux raccord finalement, je vais jamais en finir. Mais bon, c'est pas grave, ça veut plus vraiment dire grand chose. On parlait de l'effet Kuleshov il y a 3 semaines. À l'époque, c'était quasiment un faux raccord. Maintenant, la règle des 30 degrés, par exemple en montage, ou plutôt le jump cut, c'était considéré comme un faux raccord jusqu'à l'époque MTV. Maintenant, ce n'est plus un faux raccord. Donc, qu'est-ce qu'un faux raccord? Je ne sais pas. Mais je vous conseille quand même de regarder cette émission qui est très drôle, malgré le fait que je vous demande d'être pertinent devant. Parce que, évidemment, les réalisateurs et les monteurs qui font ce genre d'erreur savent exactement ce qu'ils font. Et sur ce, à bientôt!